Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le lundi 30 mars 2020 et nous démarrons une troisième semaine de confinement. Pas d'inquiétude, à l'air libre est là pour vous accompagner tous les jours de cette semaine encore. Salut Mathieu, est-ce que tu as passé un bon week-end et de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Oui, je passe un bon week-end. J'ai essayé de penser un petit peu à moi ce week-end et c'est pile dans le sujet de la deuxième partie d'À l'air libre puisque nous allons parler avec des psys, toutes sortes de psys, vous verrez, des effets psychologiques donc du confinement et aussi de la période que nous sommes en train de vivre. À tout à l'heure Mathieu. Au programme de la première partie, le confinement a-t-il justement été décidé trop tard? Les élections auraient-elles dû être reportées? On entendra les mots forts d'une mère qui regrette de les avoir tenues dans sa ville. On ira ensuite en Chine pour parler du débat sur le nombre de morts du coronavirus et de la propagande du régime pour imposer sa version des faits, sans hésiter à répondre des fake news tant qu'à faire. Warini Chen nous offre une minute de détente salutaire et Fabien Escalona nous présente un coup de cœur littéraire tout aussi salutaire en ces temps de confinement où notre bibliothèque est plus que jamais une valeur refuge. Enfin, je rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire: alerlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, vos coups de gueule, covid@mediapart.fr pour vos documents et infos d'intérêt général. À l'air libre numéro 9, c'est parti. Alors que les critiques et les plaintes devant la justice se multiplient contre l'exécutif et sa mauvaise gestion de l'épidémie, son impréparation, sa réaction tardive, ce week-end, le Premier ministre s'est défendu. Au moment où nous avons pris cette décision de confinement, il y avait moins de 8000 cas sur le territoire national et moins de 200 morts de la maladie. Chacun pourra apprécier les moments où les gouvernements ont pris cette décision, mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Alors, pas de confinement tardif, dit le Premier ministre. Alors, on va refaire la chronologie rapidement avec une date clé, celle du 30 janvier. Le 30 janvier, l'Organisation mondiale de la santé est formelle. Elle dit que la flambée épidémique remplit désormais les critères d'une USPPI. Une USPPI, c'est une urgence de santé publique de portée internationale. Internationale, donc, ça veut dire que dès le 30 janvier, l'OMS sait et dit que le coronavirus va traverser les frontières de la Chine et se propager. Donc, dès le 30 janvier, l'OMS recommande à tous les pays, et là je vais encore les citer, d'être prêts à prendre des mesures pour endiguer l'épidémie, notamment par une surveillance active, un dépistage précoce, l'isolement, la prise en charge des cas, la recherche des contacts et la prévention de la poursuite de la propagation de l'infection. Donc, quand on entend prévention, on entend presque confinement. Du coup, sachant ça, on est très étonné quand un mois plus tard, j'ai bien dit plus d'un mois plus tard, on entend ça dans la bouche de la porte-parole du gouvernement. On ne va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. Je comprends vraiment que ce soit compliqué à concevoir, qu'il y ait des phases où on contraigne les choses, c'est le cas de la phase 2, pour éviter la propagation. Mais quand on sera, si nous basculons malheureusement dans le stade 3, c'est-à-dire une épidémie qui circule sur tout le territoire, on ne va pas arrêter la vie de la France. Ça, c'était le 4 mars. Très étonné aussi de voir Emmanuel Macron, 3 jours plus tard, le 7 mars, au théâtre, et affirmer: la vie continue, il n'y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. Encore plus étonné, donc, quand le 12 mars, 5 jours plus tard, Emmanuel Macron déclare ceci. Nous sommes en guerre. Le jeudi 12 mars, nous étions donc en guerre et le 15 mars, nous étions appelés aux urnes. Fallait-il maintenir ce scrutin? À l'époque, peu de voix se sont élevées pour demander de le reporter. Aujourd'hui, elles sont plus nombreuses. On va les entendre dans À l'air libre. Pour en discuter, j'accueille Manuel Jardino. Bonjour. Bonsoir Valentine. Manuel, tu es journaliste au service politique de Mediapart. J'accueille Mireille Bord. Bonjour. Bonjour Valentine. Vous êtes maire sortante de Saint-Même dans les Alpes de Haute-Provence et Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise. Manuel, on revient avec toi sur la chronologie et le contexte. Vous avez écrit avec Pauline Groll dans Mediapart, vous l'avez décrit, cet enchaînement de décisions de l'exécutif qui est un peu bizarre, non ? Effectivement, c'est bizarre quand on reprend sur les derniers jours de la dernière semaine avant les élections. Comme tu l'as mentionné, le 12 mars, on se retrouve avec le président qui dit qu'on est en guerre et qui officialise d'une certaine manière qu'on est vraiment dans une épidémie
très forte. Il faut savoir quand même que dès le début de cette semaine-là, avant le premier tour, déjà un certain nombre de candidats ont annulé leurs meetings et toutes leurs réunions publiques. C'est le cas à Paris, c'est le cas à Rennes, c'est le cas à Nantes, c'est le cas à Grenoble. Et puis, il y a cet enchaînement de décisions publiques de l'exécutif. Donc, le 12 mars, soit 3 jours avant le premier tour, Emmanuel Macron qui officialise la fermeture des écoles pour le lundi suivant, c'est-à-dire le lendemain du premier tour. La veille, à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, en fin de journée, donc le samedi, Édouard Philippe qui annonce que les bars et les restaurants seront fermés le soir même à minuit. Et donc le lendemain du vote, le lundi soir, Édouard Philippe qui annonce enfin, j'allais dire, les mesures de confinement pour le mardi midi. Et au milieu, il y a ce premier tour sur lequel finalement rien n'a été fait ni acté, puisque ce que l'on sait aujourd'hui en tout cas, c'est que les forces politiques, d'une manière en tout cas officielle, n'ont pas été consultées. Il y a eu des discussions de couloir, on sait que la droite, notamment la droite sénatoriale pour des questions aussi de calendrier, a pas mal poussé pour que ce premier tour a lieu. La plupart des personnels politiques se sont contentés de suivre ce que disait l'exécutif en se basant, et j'en finirai juste là-dessus sur l'enchaînement si tu le permets, en se basant aussi sur ce que disait à l'époque le conseil scientifique. En disant, voilà, il y a le conseil scientifique qui a dit qu'on pouvait le faire. Le conseil scientifique, il dit quelque chose qui est très tiède en fait, et c'est éminemment, et comme il le dit, éminemment politique comme décision, puisque le conseil scientifique, le 12 mars, affirme que cette décision donc de maintenir ou pas les élections, je cite, éminemment politique, ne pouvait lui incomber. Il a considéré que le conseil scientifique, effectivement, ne prend pas position sur cette question du maintien, ce n'est pas son rôle. Contrairement à d'autres décisions dans le champ sanitaire où il fait des propositions très spécifiques et très précises au gouvernement. Alors, on va faire un petit flashback avec vous. Éric Coquerel, Manuel l'a souligné, il y a assez peu de responsables politiques qui ont haut et fort dénoncé la tenue du premier tour avant la tenue du premier tour. Vous étiez sur Europe 1 le 10 mars et voilà ce que vous disiez le 10 mars. Le gouvernement a eu raison de maintenir le scrutin ? Oui, je crois, oui, parce que moi je vois quand même des virologues qui s'expriment, qui expliquent que c'est une maladie grave à prendre en compte, etc. Mais n'empêche, on le dira aussi, ça tue pas plus de gens que la grippe en France. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre au sérieux. Donc oui, je pense que c'est pas plus problématique d'aller voter que de continuer à travailler, par exemple. Alors le 10 mars, vous dites on peut aller voter. Le 14, donc la veille du scrutin, vous dites non, c'est une faute de le maintenir. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, donc dans votre parti, La France Insoumise, tweet à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, la soirée, puisque le vote a lieu, voter. Du coup, on n'y comprend plus grand-chose. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé ces jours-là. Moi, je peux vous expliquer pour moi, c'est-à-dire, d'abord, nous, on n'a pas les informations. On n'a pas les informations que le gouvernement a. Et moi, ce qui me surprend, c'est qu'à partir de la locution du chef de l'État, celle le jeudi, où manifestement il traduit une situation qui s'est largement aggravée par rapport même à ce qui avait été expliqué le matin aux responsables de parti par Édouard Philippe. Le matin, contrairement à ce qu'a dit le gouvernement, jamais la question n'a été de demander au chef de parti « Est-ce que vous pensez que l'élection doit avoir lieu ?» Ce qui leur a été dit, c'est « L'élection aura lieu en fonction d'un certain nombre d'éléments ». Et manifestement, je ne sais pas ce qui s'est passé le jeudi après-midi, mais le jeudi soir, le discours du chef de l'État a changé. On sait, et vous savez, puisque ça a largement filtré dans la presse, que le chef de l'État envisageait annuler ces élections et que finalement, c'est après discussion avec différents responsables, dont M. Larcher et autres, qu'il a décidé de les maintenir. Mais son discours, lui, est resté très, très inquiétant le jeudi soir. Alors, moi, j'avais cet élément en tête, c'est-à-dire un élément inquiétant. Et puis, j'avais un deuxième élément sur le terrain. C'est que nous, en fin de campagne, on a appris qu'un certain nombre de personnes étaient contaminées sur des listes, testées positifs. Un grand nombre de personnes, par rapport au nombre de gens dont on nous disait qu'ils étaient testés positifs en Seine-Saint-Denis quelques jours auparavant. Moi, je me rappelle du préfet du 93, 8 jours avant, qui nous dit qu'il y a 3 cas en Seine-Saint-Denis de testés au coronavirus. Et je me rends compte qu'en fin de campagne, dans une liste concurrente,
vous en avez déjà 4 à 5 qui sont testés positifs. Là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Entre le discours du chef de l'État, ce qu'on constate sur le terrain, ce qui s'était passé aussi à l'Assemblée, c'est-à-dire, vous savez, le nombre de cas de députés testés positifs quelques jours auparavant, très franchement, là, je vais commencer vraiment à m'inquiéter. C'est pour ça qu'il y a un discours qui est décalé entre ce que je dis sur Europe 1, où effectivement, là, j'ai les informations officielles qui sont un peu celles, finalement, d'une grippe un peu plus forte que coutumière, qui ne concerne que des gens qui ne prennent vraiment pas de précautions. Et ce que moi, je ressens sur le terrain, et là, je dois dire que quand Édouard Philippe parle samedi soir pour dire on ferme les établissements, les bars, etc., plus de réunions au-delà d'un certain nombre de personnes, je me dis tout ça est vraiment pas raisonnable. Et en fonction des deux, c'est là où je demande l'annulation pure et simple. Alors, Mireille Bord, vous êtes maire sortante d'un petit village de 680 votants. Hein, il y a un peu plus de 800 habitants, il y a 680 votants. Et vous nous avez écrit. Vous nous avez écrit là à Mediapart et vous nous avez écrit que vous vous sentiez responsable. De quoi? Parce qu'en tant qu'élu local, on nous formate, même si c'est mon premier mandat en tant que maire, on nous formate un peu quand même à suivre les directives. Et si je me sens responsable, c'est de ne pas avoir fait de désobéissance civile. J'aurais dû m'élever à un moment donné contre la tenue de ces élections, non pas de par le résultat qu'il y a pu y avoir où je suis largement battue, et c'est pas ce qui me fait faire cette prise de parole. C'est parce que déjà le jeudi soir, quand on a appris que les écoles allaient fermer, il y avait donc une réunion politique qui se tenait. Et ce sont les parents d'élèves qui avaient leur conjoint devant leur télé, qui me disent il se passe ça, lundi l'école est fermée, qu'est-ce qui se passe? Donc on n'avait même pas été nous prévenus à l'avance alors qu'on est en charge des écoles communales. Donc appel la directrice pour en savoir un petit peu plus. Et là, on se dit, mais on est quand même en train d'annoncer qu'on va fermer les écoles. Et de notre côté, on nous dit, on maintient ce tour d'élection municipale. Donc, bon, en bon petit soldat, très certainement, on a pris les mesures qui s'imposaient. Et à l'heure actuelle, oui, je me sens responsable de la santé de mes concitoyens. Donc, on a eu des cas, même un décès hier lié au Covid-19. Donc, oui, je ne saurais pas temporellement quand est-ce que la personne a véritablement été contaminée. Mais ce qui est sûr, c'est que forcément, il y a d'autres cas qui ne sont pas testés parce que, évidemment, on n'a pas les moyens de tester quand on confine les gens à domicile, semble-t-il. Et on est sur cette hérésie totale où, alors que je pense tout le monde le voyait venir, mais nous, on nous a tellement noyés sous un autre flot que celui, surtout dans les petites communes où le maire, comme des agents, sont dans les modalités électorales, à savoir des commissions électorales, vérifier si les gens ont bien les bons papiers, enfin, tout un tas d'absurdités administratives, excusez-moi de le formuler comme ça, mais au bout d'un moment, c'est le trop-plein qui sort. Alors qu'à nos portes, on avait déjà de graves problèmes. On le voyait avec l'Italie, ce qui était en train de se passer. Et nous, on en était seulement, je dis bien seulement, à dire on va fermer les écoles, on va peut-être fermer les bars, les restaurants. Et à côté de ça, effectivement, on a dit aux gens non, mais vous pouvez aller voter, toutes les mesures seront prises. Alors, effectivement, au niveau local, on a pris les mesures qui s'imposaient et qui étaient parmi les directives. Quand vous entendez, vous pouvez aller voter, toutes les mesures sont prises. À ce moment-là, quand vous entendez cette phrase, hein, que à la fois Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont dit à quelques heures d'intervalle, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous vous dites, vous? Je me dis qu'on va essayer de faire de notre mieux pour limiter la casse. Donc, c'est effectivement les gels hydroalcooliques, faire en sorte que la fontaine extérieure puisse être équipée d'un lave-mains pour que les personnes puissent se laver les mains avant. On met des marquages au sol pour, vous savez, nous, le bureau de vote, c'est un bureau de vote unique dans un petit espace. Donc, de bien séparer les personnes, de bien leur dire, vous ressortez. Heureusement, la plupart étaient venus, par exemple, avec leur stylo, même si on en avait quelques-uns qu'on désinfectait avec des lingettes appropriées à chaque fois. On se dit dans notre tête, on fait
qu'on nous a appris à faire quand il y a un plan de crise qui est ouvert, on met en œuvre tous nos moyens, et Dieu sait que sur des petites communes, les moyens ils sont parfois très limités, pour essayer d'assurer au mieux la sécurité des personnes. Voilà. Et là, j'ai le sentiment, moi, qu'on m'a mise dans une telle position que finalement, j'ai pas pu assurer cette sécurité, cette santé des personnes. Je pense que les conséquences vont être lourdes, vont prendre du temps à tout émerger, et c'est extrêmement compliqué au niveau de la conscience, au niveau du psychologique aussi, parce qu'on reste des humains, hein, même si on est élus, en définitive, on est surtout des citoyens qui sortent du lot parce qu'à un moment donné, on nous donne mandat de faire, et c'est très pénible à vivre. C'est pas par polémique que je dis tout cela, je dis qu'effectivement, quand je fais le parallèle avec 2007 et le report des élections municipales qui se sont faites un an plus tard, pour des raisons purement de calendrier électoral qui était trop chargé, là, face à ce qu'on savait déjà être une future pandémie, voire déjà une pandémie à ce moment-là, pourquoi on n'a pas pris une décision d'urgence, au moins d'un report, allez, de 6 mois? Je ne pense pas que la donne politique aurait changé les résultats, mais on aurait passé 6 mois déjà, un temps de préparation, de meilleure préparation, autant vers la population que pour l'après. Parce que là, maintenant, on ne sait pas comment on va sortir de cette situation, on ne sait pas quels en seront les dégâts, ni en termes de santé, mais ni en termes d'économie parce que nous, on a beaucoup d'artisans, de travailleurs indépendants sur la commune, beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier aussi, dans des EHPAD, dans des services à la personne. Je ne sais pas quel va être le paysage de demain. Éric Coquerel, vous aussi, a posteriori, alors c'est toujours plus facile a posteriori, mais vous aussi, a posteriori, vous vous dites que vous auriez dû appeler à la désobéissance civique? Bon, moi, j'ai appelé à ce que les élections soient annulées. Alors, j'ai fait, disons, le maximum au moment où j'ai estimé que tout ça devenait trop dangereux. Je voudrais apporter un témoignage. Il y a d'autres maires qui se sont retrouvés dans la même situation, hein. J'ai conversé, par exemple, le samedi soir avec le maire de Saint-Ouen, M. William Delannoy, qui a carrément appelé le préfet en disant qu'il ne souhaitait pas ouvrir les bureaux de vote. Bon, il l'a fait finalement parce qu'il faut qu'il y ait une continuité démocratique et qu'un maire ne peut pas décider seul de ne pas le faire. Mais je pense que le témoignage de Madame le maire à l'instant n'est pas le seul. Il y a plein de maires qui ont ouvert les bureaux de vote avec la trouille. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'on est plusieurs, parce qu'on était sur le terrain, à avoir compris que le mètre de distance, qui théoriquement devait suffire à se prémunir, ne suffisait pas en milieu confiné. Et que la contagiosité, elle était beaucoup plus importante. Et effectivement, je trouve que j'en veux beaucoup, moi. Ce n'est pas le problème de polémiquer, mais le bilan en Seine-Saint-Denis est terrible, hein. Le bilan en Seine-Saint-Denis, c'est qu'il y a des élus décédés, il y a plusieurs maires qui sont encore à l'hôpital, il y a des dizaines de militants qui sont atteints, et pour certains gravement atteints, voire des centaines, qui eux-mêmes ont contaminé sûrement des gens. Donc si j'en crois Mme Buzyn, qui fin janvier dit au Premier ministre qu'une vague arrive, il n'a pas dénié, que Mme Buzyn lui avait dit ça, et que les élections municipales n'auraient sûrement pas lieu, je reproche considérablement à ceux qui nous gouvernent de ne pas avoir mis le holà plus tôt. Parce que des militants, il faut bien comprendre que c'est un peu comme, comment dire, je vais faire une comparaison avec des militaires. Tant que vous ne leur dites pas d'arrêter, ils vont jusqu'au bout. S'il y a une élection, vous ne ferez pas arrêter des militants d'eux-mêmes, de faire des réunions, d'essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Donc, il fallait qu'une décision soit prise pour dire on ne fait pas ces élections. Et je crois effectivement qu'on en paye une conséquence très, très lourde. Très, très lourde. On vous a entendu. Mireille Borre, un message à Emmanuel Macron pour conclure? Quel message je peux adresser à un petit élu qui est actuellement en prolongation de mandat parce que finalement, on se dit à la sortie des élections, avec une telle crise sanitaire, il vaut mieux prolonger les mandats de ceux qui sont sortants parce que eux, au moins, ont eu l'expérience, s'il en est, de tenir des plans communaux de sauvegarde
quel message je peux lui envoyer? Était-ce bien nécessaire de tenir des élections pour finalement nous prolonger dans notre mandat jusqu'au 15 mai et encore si cette date n'est pas elle-même repoussée à nouveau? J'ai ce sentiment d'avoir l'utilité. Alors certes, oui, j'ai l'habitude des plans communaux de sauvegarde, donc je fais de mon mieux, mais je ne vais pas exposer non plus les agents de trop. On est en service hyper minimum. C'est très difficile et du coup, on nous laisse cette charge-là humaine et sur les épaules avec très, très peu de moyens et ça, je ne m'attendais pas à ça de la part du pays dans lequel je suis née, dans lequel je vis et avec ma croyance dans une république. Voilà. Et ça me poigne parce que peut-être que je fais trop d'empathie après tout, mais je suis consciente que ça sera très, très difficile après. Donc si j'ai un message à envoyer au président, c'est de lui demander de prendre vraiment en compte ce côté humain de la chose. J'ai l'impression d'avoir été utilisée comme un Kleenex à ce moment-là, c'est-à-dire on est là, on se sert de nous jusqu'à la fin, et puis ensuite ce sera merci, au revoir pour les services rendus à la nation. Mais non, c'est pas comme ça que je peux concevoir les choses. J'estimais que les petits élus, parce qu'on reste des petits élus, on ait droit à un petit peu plus d'égard et qu'on nous fasse plus confiance et qu'on nous ouvre la porte à plus de possibilités de sauver des gens que ce qui a été mis en place. Merci Mireille Bord. Un dernier message, Éric Coquerel, vraiment, je vous ai vu lever la main très rapidement et puis on finit avec toi Manuel. Très rapidement. Non, rapidement, deux choses. Ces élections, elles ont été en plus en partie faussées. Parce qu'à partir du moment où le Premier ministre, samedi soir, s'exprimait sur le niveau de l'épidémie, à partir du moment où, par exemple, M. Blanquer, le dimanche matin, sur France Info, expliquait que la moitié du pays allait peut-être contaminer, inutile de dire que beaucoup de gens se sont abstenus. Donc, en plus de ça, le résultat démocratique de ces élections pose problème. Et c'est d'ailleurs pourquoi je pense qu'ils vont prendre beaucoup de précautions sur le deuxième tour. Et ça ne m'étonnerait pas que ce deuxième tour n'ait pas lieu, puisque vraisemblablement, le confinement, même s'il est terminé globalement, sera progressivement diminué. Donc, j'espère qu'on ne reprendra pas une décision qui pourrait à nouveau développer la contamination en juin, voire fausser à nouveau le résultat. Merci Éric Coquerel. Emmanuel, et après on en termine. Oui, juste pour conclure et pour un peu poursuivre ce que disait Madame Bord, c'est-à-dire que on savait déjà de toute façon que le deuxième tour n'aurait pas lieu. Hein. C'était évident dès le jeudi et que la concentration des forces que pouvaient mettre en place, notamment les petites communes, sur l'accueil des enfants soignants, par exemple, dès le lundi, l'aide sociale qu'il fallait mettre en place, les services à domicile par exemple, c'est autant de temps perdu. On parle beaucoup de retard à l'allumage. Entre le jeudi et le début de la semaine d'après, plus les atermoiements du début de semaine sur qu'est-ce qu'on fait avec les conseils municipaux qui ne peuvent pas se réunir, tout n'était pas clair. Il y a quasiment une semaine qui a pu se perdre dans certaines communes sur la réactivité de leurs propres services auprès de leur population. Et ça aussi, ça a créé certainement un retard à l'allumage. Merci Manuel Jardino, on te lit sur Mediapart. Merci à Mireille Bord, vous êtes maire sortante et encore pour un petit moment de Saint-Même dans les Alpes de Haute-Provence. Éric Coquerel, merci à vous, député de la France Insoumise. Merci à tous les trois, à bientôt. On prend des nouvelles de la Chine. Combien de personnes sont vraiment mortes du coronavirus en Chine? Les chiffres officiels sont-ils en dessous de la réalité? Le régime ment-il à son peuple? Pour en parler, j'accueille François Baugon. Bonjour François. Bonjour. Tu animes le pôle international de Mediapart et tu es un spécialiste de la Chine. Alors d'abord, commençons avec ces images de familles qui vont au crématorium. C'est des images qui ont été prises à Wuhan. L'image est montrée par une chaîne américaine. Elle a été censurée par le régime chinois. En tout cas, il a fortement demandé à ce qu'elle ne soit pas relayée. Le régime chinois qui veut donc évidemment contrôler ce qui est dit et ce qui est montré.
Oui, alors, ces images, elles sont diffusées depuis 2-3 jours, depuis la fin du confinement à Wuhan. La fin de ce confinement permet aux familles de personnes décédées pendant cette période d'aller chercher les cendres de leurs proches, de leurs parents, etc., qui sont décédés. La question qui se pose, parce que ce n'est pas forcément des personnes qui sont mortes du coronavirus, mais la question qui se pose, vu le nombre de gens qui sont allés dans les 7 à 8 crématoriums que Wuhan possède, certains se demandent si le chiffre, un peu plus de 2500 morts, un chiffre officiel des morts liés au coronavirus à Wuhan, si ces chiffres-là ne sont pas sous-estimés. Alors pourquoi ça relance ces questions? C'est parce que depuis le début, on soupçonne la Chine de ne pas avoir dit la vérité, de ne pas avoir été transparente. Alors pour l'heure, c'est impossible de dire si c'est vrai ou pas. Ce qui est sûr, c'est que de 2500, et vu le nombre de gens qui se déplacent à l'heure actuelle, ça semble un peu difficile. Est-ce que c'est de l'ordre de 1 à 10, comme certains le disent? Pour l'instant, c'est impossible de répondre à ce genre de questions, mais en tout cas, ça jette une ombre sur la politique, en tout cas la politique de Pékin et sa soi-disant transparence. Oui, et cela étant, la question des morts, c'est une remarque en passant, la question du nombre de morts se pose aussi en France. Hein. On avait publié dans Mediapart un papier de Donatien Huet et Christophe Guignot sur... alors, ce n'est pas celui-ci, mais c'en est un dont je parle, qui n'est pas en visuel, mais je vous invite à aller le lire. Un papier de Donatien Huet et Christophe Guignot sur la façon dont on compte les morts, est-ce qu'elle est fiable ou pas? Alors, en Chine se pose la question supplémentaire de la censure. Et là, on en vient au papier que tu as publié, François, avec Mathieu Suc, sur la propagande de plusieurs régimes, dont le régime chinois, dans cette crise. Avec Mathieu Suc, vous révélez une note des renseignements qui parle d'une action volontariste des appareils de propagande russes, chinois et iraniens qui cherchent à détourner l'attention médiatique de leurs propres responsabilités. Alors, côté russe, je résume, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, le message c'est il n'y a pas de morts, il y a peu de contaminés. Et côté chinois, il y a un autre message qui est martelé, un message multiple, de multiples messages, et ça commence par la volonté de répondre à Trump qui a souvent utilisé l'expression virus chinois. Oui, alors on est dans une guerre de l'information. Cette guerre, elle n'est pas nouvelle. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec cette crise du coronavirus, elle prend une nouvelle tournure et peut-être même une ampleur qu'on n'avait jamais vue auparavant. Alors, c'est d'abord une guerre entre la Chine et les États-Unis, les deux grandes puissances qui gouvernent ce monde aujourd'hui. Et c'est aussi une guerre de la Chine pour essayer d'affermir sa légitimité. Alors, c'est à la fois en interne auprès de sa population, pour montrer aux gens que le Parti communiste, que le mode de gouvernance du Parti communiste et le mode de gouvernance de Xi Jinping depuis 2012 a des effets, en tout cas est supérieur au modèle occidental. Et puis, ça a aussi un effet en externe. Alors, cette propagande extérieure, ce qui est intéressant à voir en ce moment, c'est qu'elle essaye de retourner la situation d'une certaine manière. Elle essaye de dire on était victime et aujourd'hui on est les sauveurs du monde en fait. De montrer qu'ils étaient le problème et qu'ils sont désormais la solution. Exactement. Alors ça a deux intérêts pour le régime chinois. D'une part, ça permet d'effacer le côté négatif du retard à l'allumage, notamment des autorités locales au début. Et puis, ça lui permet de se redonner une nouvelle légitimité, de se renforcer et de dire, voilà, vous voyez bien que de toute façon, regardez, les Occidentaux n'y arrivent pas. Les États-Unis mentent sur le nombre de morts, ce dont on parlait précédemment. Donc, ils ne sont pas mieux. Je veux dire, le modèle démocratique occidental n'est pas mieux comme il prétend l'être en permanence et il cherche à nous donner des leçons. Et alors, dans votre papier, vous parlez de la diplomatie du masque. Tu nous expliques ? Alors, la diplomatie du masque, c'est de mettre en scène toutes les aides que la Chine apporte aujourd'hui à un certain nombre de pays. Ça a commencé par l'Italie, la République tchèque, l'Espagne, même la France aujourd'hui. Et donc, consiste à dire que voilà, la Chine a réussi à juguler l'épidémie, la pandémie. Et aujourd'hui, elle est en capacité, en mesure non seulement de refaire repartir ses usines, mais en plus d'aider le monde.
Et donc, la Chine, c'est un peu c'est ce qu'essaye de dire Xi Jinping depuis 2013, c'est de dire la Chine a une solution pour le monde, en fait. Et donc, on le voit non seulement en Europe aujourd'hui, mais aussi beaucoup en Afrique, en fait. Et alors, pour terminer, le régime n'hésite pas à aller très loin dans sa volonté d'imposer sa façon de raconter les choses au monde et sa version des faits, carrément en relayant et même en initiant des théories complotistes, en utilisant d'ailleurs le réseau Twitter qui est interdit en Chine. Là, par exemple, voilà, c'est un tweet de l'ambassade de Chine en France. Je lis ce qui est écrit. Après la fermeture de la base de Fort Detrick, la grippe N1H1 s'est déclarée aux États-Unis. Octobre 2019, les organes américains ont organisé un exercice codé, Event 201, au cas de pandémie mondiale. 2 mois plus tard, le premier cas de Covid-19 a été confirmé à Wuhan, en Chine. Sous-entendu, et je me permets, le tweet pourrait continuer en disant coïncidence, je ne le crois pas, en quelque sorte. Alors ça, c'est aussi un des éléments importants de cette guerre de l'information que mène Pékin, c'est de semer le doute et de recourir, et ça c'est la première fois, et généralement les Chinois ne le faisaient pas, mais c'est de recourir à des fake news, et de semer le doute et de recourir notamment à des théories complotistes pour dire que ce sont peut-être les Américains qui en fait ont été les premiers à avoir ce virus, et que des militaires américains qui auraient participé à des Jeux mondiaux militaires à Wuhan en octobre les auraient apportés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est parmi les jeunes, alors entre guillemets, puisque c'est notamment un des porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois qui est né en 72, Zhao Lijian, qui a été l'un des premiers, quand il était en poste à la fois aux États-Unis puis au Pakistan, à se saisir de cette plateforme qui est Twitter, pour affirmer la voix de la Chine et pour être très nationaliste et répondre point par point à toutes les attaques, que ce soit des médias occidentaux, que ce soit des Américains ou de Trump. Et donc là, on est dans une nouvelle génération, beaucoup plus nationaliste, qui n'hésite pas à recourir à tous les moyens et même aux fake news pour pouvoir donner de la voix à la Chine. Merci François Bougon, on te lit dans Mediapart, donc n'hésitez pas à lire le papier publié avec Mathieu Sucre en pleine pandémie, une ambiance de guerre froide. Merci François, à très vite. Ouais, à très vite sur Mediapart. Lui ne répond pas à les fake news, mais il répand son humour. La minute détente nous est offerte par Wari Nichen. Hey, live from la salle de bain, c'est la pause conseil confinement. Depuis le confinement, je lis vraiment beaucoup d'articles sur le confinement. Pourquoi on présente encore la météo alors qu'on n'a plus le droit de sortir? Côté température, en France, il fera ce que vous aurez décidé. Après, ça peut être un délire. Si tu as envie de voyager, tu fermes les yeux, tu laisses les fenêtres ouvertes. Un petit air frais, Montréal. Pour que les gens ne sortent pas et ne propagent pas le virus, il faut assez de policiers dans les rues pour permettre la propagation du virus. Je ne comprends pas pourquoi on a encore des doutes sur ce que dit le professeur Didier Raoult. Il me semble qu'il a déjà fait ses preuves par le passé, il n'y a qu'à voir ses travaux dans Retour vers le futur. Il a des infos, le mec. Depuis des années, on s'inquiète sur le manque de liberté de mouvement des femmes saoudiennes, alors qu'en vrai, elles étaient en avance de ouf sur le confinement. Ça y est, le virus Corona est atteint du Boris Johnson. Du coup, il va quitter l'Europe. Restez chez vous. Merci Valentine, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie d'Alerte Libre. Au menu aujourd'hui, alors que le confinement est reconduit jusqu'au 15 avril au moins, nous allons parler des effets psychologiques de ce que nous vivons en ce moment, individuellement et collectivement. Mais d'abord, je voudrais vous parler d'Aïcha. Aïcha Issadounen, elle avait 52 ans, elle travaillait depuis 30 ans au carrefour de Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, elle était en arrêt maladie depuis le 17 mars et elle est morte jeudi dernier des suites du coronavirus. On craint que son décès ne soit que le premier d'une longue série dans les grandes surfaces, a dit au journal Le Monde Amar Laga, le secrétaire général de la Fédération CGT du commerce, dont Aïcha était adhérente. On a appris aussi ce week-end la mort d'un intérimaire qui travaillait
pour FedEx sur la plateforme de transit de courrier de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Alors, il y a en ce moment des soignants au front et nous leur disons notre admiration. Nous partageons aussi leur colère face au dénuement de l'hôpital que révèle cette crise. Mais il y a aussi des salariés des services qui sont en première ligne. Ils travaillent dans les supermarchés, dans les entrepôts d'Amazon, dans les services de livraison à domicile, pour les boîtes d'intérim, et il faut aussi parler d'eux. Ce week-end, on apprenait aussi, grâce au site Street Press, que la chaîne Franprix, l'enseigne Franprix, avait remplacé certains de ses caissiers par des auto-entrepreneurs. On ne le fera plus, a plaidé l'enseigne piteusement après la publication de cet article, nécessité d'avoir une presse libre et indépendante dans ces temps troublés. Ces salariés réclament d'être moins exposés, ils veulent plus de sécurité, la distribution limitée aux seuls produits alimentaires. Si le gouvernement n'impose pas de n'ouvrir que les rayons alimentaires dans les magasins, on appellera à la grève en fin de semaine prochaine, dit la CGT Commerce, qui prépare aussi des actions en justice contre la ministre du Travail et les enseignes qui ne respectent pas la sécurité de leurs travailleurs. Alors, on va évidemment suivre tout ça dans Mediapart, on le fait déjà, on va continuer. S'il vous plaît, alertez-nous sur toutes ces situations sur la boîte mail alerlibre@mediapart.fr. On passe maintenant à notre plateau. Le confinement instauré il y a 2 semaines est donc reconduit, au moins jusqu'au 15 avril, a dit Édouard Philippe, le Premier ministre. Et l'important dans cette phrase, c'est le « au moins ». Beaucoup d'entre nous passeront sans doute tout le mois d'avril confinés dans des conditions qui peuvent être confortables pour certains et parfois beaucoup plus difficiles. Les Français sont confinés, mais ce sont en réalité quasiment 4 milliards d'humains, désormais la moitié de l'humanité qui est confinée, en fait privée d'une grande partie de notre liberté, pour dire les choses telles qu'elles sont. Des comptes effectués par Mediapart ce week-end dans un excellent article de Donatien Huet et Mathieu Léo que je vous invite à lire. La situation présente donc est difficile à bien des égards. Il y a le confinement, mais aussi la maladie, les angoisses qu'elle génère, les incertitudes financières, les vulnérabilités de chacun qui sont aiguisées dans cette période, la peur des salariés qui doivent aller bosser. Alors, comment tenter de gérer ces situations qui sont difficiles, qui s'imposent à nous, qui nous empêchent de bouger comme nous le voulons? On va parler du diagnostic et aussi des solutions avec nos invités, des psychologues et des psychiatres qui travaillent à distance désormais. Alors peut-être pas pour tous, on va voir. Catherine Mig, psychologue du travail à Paris, bonjour. Oui, bonjour. Je ne suis pas tout à fait psychologue du travail, je préférerais qu'on dise clinicienne du travail, parce que je m'occupe plus des sujets au travail que des organisations de travail. Parfait. Gérard Pommier, psychiatre et psychanalyste qui travaille auprès des soignants, bonjour. Mathieu Bellassène, psychiatre au centre médico-psychiatrique d'Asnières dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Mathieu. Et le professeur Nicolas Franck, chef de pôle au centre hospitalier Le Vinatier dans le Rhône. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais commencer par ce courriel qu'on a reçu sur la boîte à l'air libre pour rentrer dans la discussion, une boîte sur laquelle n'hésitez pas à nous envoyer évidemment vos messages. C'est un mail de Brigitte, elle est médecin à Créteil et elle raconte « Nous sortons, mon mari et moi, du Covid, nous sommes encore très fatigués, fiévreux, la tête dans un étau et le nez brûlant ». Elle décrit l'angoisse pour le deuxième personne du couple de déclarer ou pas la maladie. Est-ce que l'autre a une forme asymptomatique de la maladie? Bon, cette peur de se contaminer l'un l'autre, mais elle parle aussi, à la fois comme médecin, comme malade, d'une situation psychologique inquiétante, dit-elle. On entend le décompte journalier des morts, il y a les annonces des cas les plus tristes, et pendant ce temps, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de test, il n'y a pas de mesures de santé publique adaptées, à part le confinement pour tous. Et elle dit, le gouvernement a réussi, sous couvert de crise sanitaire, à nous transformer en zombies avec de la purée dans le crâne, alors qu'il est responsable de cette crise sanitaire, de cette crise économique. L'état d'urgence déclaré suite aux attentats est maintenant étendu à tous les domaines de notre vie. Donc, coup de gueule de Brigitte sur cette boîte mail Mediapart. Avec nous, le professeur Nicolas Franck, chef de pôle au centre hospitalier psychiatrique Le Vinatier dans le Rhône. Rebonjour. Vous venez de lancer la première étude en France sur le confinement. On va en reparler. Mais ce que dit Brigitte avec colère, cette situation psychologique inquiétante, le confinement comme une situation finalement très difficile à supporter pour beaucoup de gens, l'état d'urgence étendu à tous les domaines de notre vie, est-ce que vous partagez son sentiment? Je pense que c'est une situation extrêmement stressante pour la population. C'est vraiment une nouveauté d'avoir des milliards de personnes confinées face à quelque chose qui génère des troubles de santé mentale. Des données chinoises ont déjà remonté.
On sait que près de 50% de la population qui a été confinée pendant 2 mois présente une dépression, un stress post-traumatique ou des troubles anxieux. Donc je crois que c'est vraiment une préoccupation majeure que celle de la santé mentale. Et vous parliez de l'étude que nous avons lancée avec Frédéric Asbarrière, elle est extrêmement importante pour mieux comprendre non seulement ce qui fragilise le plus les personnes, mais aussi ce qui peut leur permettre de résister. Donc, professeur Franck, vous venez de lancer cette étude en lien avec l'Université de Lyon, une équipe de l'INSERM, la première étude française d'ampleur sur le confinement. Pourquoi c'était important d'aller si vite? C'était la certitude que finalement, il allait y avoir des bouleversements importants rapidement dans la population? Alors, ça c'est certain, et des bouleversements d'autant plus importants que la durée serait prolongée. L'idée, c'était d'avoir un point de mesure dans les 2 premières semaines du confinement, dans les 2 semaines qui suivent, et éventuellement dans les 2 semaines d'après, si le confinement, ce qui est probable, va jusque-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Évidemment, vous n'avez pas de résultats, sachant que l'enquête vient de commencer, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui peut changer d'une certaine façon la qualité, si je peux dire comme ça, du confinement? Il y a de nombreux paramètres qui rentrent en ligne de compte. Quels sont-ils? J'imagine qu'il y a à la fois la santé psychologique dans laquelle on peut être au moment de l'entrée en confinement, mais aussi les conditions objectives, matérielles, hein, par exemple, est-ce qu'on a un jardin, une terrasse, est-ce qu'on a accès à un balcon, la taille du logement, si on se marche dessus dans la famille, quelles sont les choses que vous regardez en particulier? Eh bien, vous avez cité de nombreux paramètres, hein, je ne vais pas les reprendre. On peut aussi citer le nombre de personnes avec qui on vit, la qualité des relations qu'on entretient avec elles, et puis les personnes avec qui on peut être anxieux par tout moyen de communication. Est-ce qu'on peut penser que le confinement, c'est plus dur si on est seul? Il y a beaucoup de gens qui vivent seuls toute l'année et ça peut poser d'ailleurs parfois des difficultés. Là, il y a beaucoup de gens qui sont confinés seuls alors même qu'ils peuvent avoir des vies sociales plus riches d'habitude. Est-ce qu'il y a une alerte particulière sur le fait d'être confiné tout seul? Oui, en même temps, il n'y a rien d'universel. Hier, j'appelais un ami qui est confiné seul à Paris, qui le vit extrêmement bien, qui pratique du sport, qui est en contact par réseaux sociaux avec sa famille. Et sincèrement, lui, il le supporte bien. Donc, je pense qu'il faut vraiment tenir compte de la résilience et des fragilités de chacun par rapport à cette analyse. Alors, je crois que la revue médicale de Lancet a publié le 20 février dernier une sorte de recension de la littérature existante, des épisodes de quarantaine collective, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on apprend finalement de cette littérature qui existe déjà sur les effets, sur le corps et les âmes, d'une certaine façon, de ces moments de quarantaine? Eh bien, ce qu'on apprend, et ça justifie le fait de commencer l'étude tôt, la nôtre, c'est que dès 10 jours, 15 jours, il y a déjà des troubles psychiques qui apparaissent. Des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, et même des syndromes de stress post-traumatique dès 10 jours. En revanche, si vous regardez cette méta-analyse du Lancet, vous vous rendrez compte que ces durées de quarantaine sont faibles par rapport à celles qu'on va vivre. Le maximum, c'était 3 semaines dans cette méta-analyse et la population était déjà très affectée. D'où l'idée vraiment de lancer une étude par rapport à la quarantaine actuelle qui est de bien plus grande ampleur à tout point de vue, en termes de population concernée, en termes de durée. Parce que les solutions à trouver devront être proportionnelles. Alors, justement, je crois que dans une des conclusions de ce que dit The Lancet, c'est qu'en effet, il faut un confinement qui soit court, avec beaucoup d'informations de la part des autorités qui subviennent aux besoins élémentaires de la population. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit « nous sommes en guerre ». Et on sait très bien ce que c'est être en guerre. Alors, la guerre, c'est à la guerre comme à la guerre. Donc, y arriveront ceux qui pourront, d'une certaine façon. Est-ce que vous avez l'impression que la dimension de la santé mentale individuelle et collective est aujourd'hui suffisamment prise en compte dans ce que disent les pouvoirs publics, dans nos discussions collectives? Écoutez, pour moi, au premier plan, parce que je pense que c'est vraiment une préférentielle, et c'est ça qui conditionnera la qualité du confinement. Le fait que les gens se confineront longtemps, c'est s'ils s'associent à la démarche et s'ils vont bien. Sinon, ils ne pourront pas, ils craqueront et il n'y aura plus de confinement du tout. Donc, il est extrêmement important que la population soit informée, mobilisée. C'est quand même globalement le cas pour l'instant, mais qu'on lui donne aussi des solutions pour le vivre du mieux possible dans la durée. Et alors justement, pour éviter ces moments difficiles collectivement et individuellement trop lourds pour les uns et les autres,
quelles sont, vous, les recommandations générales que vous pouvez donner pour passer cette période? Comment on peut vivre son confinement en essayant finalement de se donner des chances de passer cette phase, même si, évidemment, ça peut être très difficile et il peut y avoir aussi des gens qui n'y arrivent pas, il peut y avoir des échecs aussi, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, voilà, il faut le dire aussi à tout le monde. Donc, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans cette période? Moi, je crois quelque chose d'extrêmement important, c'est le sentiment d'utilité. C'est pour ça que ce sera plus facile pour ceux qui travaillent, soit qui sont en poste, en particulier les soignants, qui bien sûr ont beaucoup de reconnaissance, soit qui sont en télétravail, que pour ceux qui ne travaillent pas. Mais le sentiment d'utilité, ça va au-delà du travail. Ça va dans le fait d'avoir des contacts avec quelqu'un, de pouvoir le soutenir, de pouvoir échanger. Donc ce sentiment d'utilité, je le mets en lien avec les contacts sociaux, avec la bienveillance qu'on peut développer à l'égard d'autrui. Moi, j'ai envie de dire, tournez-vous vers les autres, échangez, soutenez les autres, prenez-en soin. C'est vraiment le moment de faire ça, que ce soit en direct dans son foyer ou que ce soit plus à distance. Merci, professeur Franck. On parlera évidemment des résultats de votre étude très attendue sur Mediapart. Une situation qui représente évidemment un immense défi pour les psychiatres. Et au cœur de cette initiative, il y a notamment vous, Mathieu Bellassène, psychiatre au centre médico-psychologique d'Asnières, dans les Hauts-de-Seine. Donc, merci d'être avec nous. Merci. On va revenir sur cette radio, formidable initiative qui permet de garder le lien avec les patients. Mathieu, vous avez décrit dans un billet sur Mediapart d'abord comment tout a changé en 10 jours ou en 2 semaines dans votre relation avec les patients que vous accueillez d'habitude. Notamment une chose fondamentale, vous ne les voyez plus parce qu'ils sont confinés. Et aussi, il faut faire de la place dans les structures médicales pour les patients atteints de Covid. Donc, racontez-nous tout simplement ce qui a changé depuis 2 semaines dans votre structure pour vos patients, pour vous. Alors, juste pour préciser, moi je suis responsable d'un pôle, donc d'un secteur de psychiatrie, donc il y a une unité d'hospitalisation et puis il y a tout le dispositif ambulatoire. Ce qu'on a vu sur l'unité d'hospitalisation, c'était le plus flagrant, c'est-à-dire que tout ce qui pour nous fait le soin psychique, c'est-à-dire aller vers le contact, faire lien social, créer finalement des zones où on est ensemble, et ben tout ça, on a dû faire l'inverse. On a dû faire l'inverse et c'est ce que je nomme une antipsychiatrie nouvelle, imposée par le Covid. C'est-à-dire les gens, on a arrêté la liberté de circulation, on a refermé le service alors que la porte était ouverte depuis longtemps, on a renfermé les gens dans leur chambre, etc. Et du coup, toute la question, c'est comment, alors que le lien psychique et le lien physique est rendu beaucoup plus difficile, voire impossible, comment ce lien-là, il peut se matérialiser autrement. Alors, vous avez entendu la radio, mais la radio, elle préexistait à ça, et les gens qui participent à la radio, que je salue tous, parce que j'imagine qu'ils vont nous entendre, la radio a permis finalement à la fois de décloisonner tout ce qui se passe dans le secteur, à l'hôpital de jour, au centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, sur l'unité d'hospitalisation, grâce à l'ensemble de l'équipe soignante, les aides-soignants, les ASH, les infirmiers, les psychiatres, psychos, enfin tout le monde s'y est mis vraiment fort. Et du coup, ce lien minimal, il est maintenu. Et puis même, ça a permis que des gens d'autres structures de soins un peu partout en France, avec quelque chose qui s'appelle le truc, puissent se connecter. Et alors ça, c'est extrêmement important parce que ce qu'on voit dans ce moment de catastrophe, qu'on partage toutes et tous, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce confinement, on le partage toutes et tous dans nos vies. Du coup, il y a une solidarité entre nous toutes et tous. Et je pense que le fait qu'on partage cette catastrophe, à la fois, il peut y avoir le pire, parce qu'on parle aussi de ceux qui n'ont pas de logement, qui sont à la rue, qui se font contrôler par la police. Moi, j'ai plusieurs patients là qui ont eu des amendes alors qu'ils sont SDF. Vous voyez, il fait très froid ce matin en plus. Je ne sais pas la température dans les autres coins de France, mais il fait très froid. Du coup, il y a des gens à la rue qui continuent d'être à la rue et c'est vachement. Et ils ne peuvent pas se confiner. Bon. Et du coup, vous avez tout ça et vous avez donc le pire et en même temps, vous avez le meilleur avec plein de créativité et plein de choses qui se passent. Donc nous, par exemple, le fait qu'on a fermé l'hôpital de jour, le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel et tout ça, on fait beaucoup plus de visites à domicile, on appelle beaucoup plus les gens et puis on a créé le CATTP On Air. Alors le CATTP, c'est le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel où en fait tous les groupes qu'on faisait, et ben maintenant c'est la radio qui donne le support et puis on se fait des émissions tous ensemble avec les WhatsApp, les signals, etc. Et du coup, ça crée aussi des liens nouveaux, mais attention, le lien virtuel peut exister que s'il y a un lien de confiance relationnelle qui s'est tissé déjà. Donc, ce qu'on peut observer, nous, c'est que pour les personnes
qui sont déjà dans notre structure de soins, eh ben, le lien est maintenu. Par contre, pour les personnes qu'on ne connaît pas, c'est beaucoup plus difficile de faire des entretiens téléphoniques ou autres. Alors bon, on peut faire des visites à domicile, hein, ce qu'on a commencé à mettre en place, avec toutes les mesures de protection possibles et tout. Donc, il faut vraiment faire attention aussi pour la suite, de ne pas penser qu'on va accélérer finalement la destruction de la psychiatrie avec cette crise. C'est pour ça que j'ai parlé d'une antipsychiatrie covidienne, parce que finalement, comme dans tout, on réagit avec notre symptôme. Et j'ai bien peur que le symptôme du gouvernement actuel, ça soit de se servir de cette crise pour renforcer encore plus la destruction de la psychiatrie publique, qui a quand même vécu un vent de révolte depuis des mois et des mois, avec des patients abandonnés déjà avant le confinement. Et du coup, je crois qu'il faut qu'on soit vigilant vraiment pour restaurer un autre type de lien et qu'on profite peut-être de cette crise pour une chose, parce que ce qu'on a vu là, c'est que ça institue un autre rapport au temps. Et comme disait une association de patients, UMAPSY, plus la consultation est courte, plus l'ordonnance est longue. Et moi, je crois qu'on est dans un moment où justement, on peut essayer de faire autrement avec le temps, et ça, il faut qu'on s'en souvienne pour la suite, quoi. Juste dernière toute petite question, mais importante. Quel est le conseil, là encore, comme tout à l'heure avec le professeur Franck, quel est le conseil que vous pouvez donner aux gens qui ressentent une forme d'anxiété ou de détresse psychologique en ce moment, plus ou moins forte, qui sentent monter quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Moi, je pense que les gens, ils réagissent à la catastrophe avec leurs symptômes, mais ils réagissent aussi à leur angoisse interne, à leurs angoisses de mort, à leur détresse. Aussi, ils ont peut-être déjà vécu des choses comme ça, et peut-être qu'ils se sont déjà appuyés sur des choses en eux, avec les autres au niveau social, et avec lesquels ils peuvent de nouveau s'appuyer. Ça peut être les copains, ça peut être la famille, ça peut être tout un tas de choses. Et je crois que chacun peut se trouver des ressources en lui, mais attention, ces ressources en lui, c'est toujours des ressources aussi qui sont liées au collectif. Et je crois que si ce moment-là, c'est un moment d'invention du collectif, c'est-à-dire qu'on traverse tous la catastrophe ensemble en faisant plus de collectifs, en faisant plus de liens, eh ben peut-être que ça va nous faire entrevoir autrement la vie, et ça va nous faire entrevoir autrement la détresse aussi qu'on vit tous. Et la dernière chose que je conseillerais de manière très pratique, c'est qu'il y a tout un tas de cellules d'écoute qui sont en place. Nous, par exemple, sur le secteur, on a mis en place une astreinte téléphonique. Il y a des cellules d'écoute pour les soignants, pour les patients, pour des gens qui n'ont jamais été consultés dans des secteurs de soins. Et je pense que déjà, la voix, la parole, peut-être le regard, je ne sais pas, ça peut être utile, quoi. Donc, faites du lien et puis prenez des nouvelles des gens que vous connaissez et que vous avez peut-être oubliés, quoi. Merci beaucoup, Mathieu Bellassène. On va suivre évidemment ce que vous faites à Asnières, je pense qu'on mettra en lien justement assez rapidement tous ces liens pour s'aider les uns les autres. Avec nous maintenant, Catherine Mig, psychanalyste, donc clinicienne du travail. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Vous intervenez auprès des entreprises, notamment quand elles veulent régler des sujets liés à l'organisation du travail, à la souffrance au travail, au burn-out. Alors, en 15 jours, c'est toute notre organisation du travail qui a été bouleversée. Il y a des gens qui travaillent chez eux, il y a des gens qui ne travaillent plus, d'autres qui travaillent, mais avec une sorte de peur au ventre. Est-ce que déjà ça tend? Est-ce que ça craque? Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Alors, je pense qu'on peut pas voir toutes les situations exactement de la même façon. Évidemment, dans la réalité, il y a des inquiétudes majeures sur ce qui va se passer en termes de financières, par rapport à éventuellement une perte de l'emploi, et c'est évidemment les populations les plus précaires qui sont le plus touchées, en particulier les intérimaires. Après, il y a cette nouvelle situation de télétravail qui existait déjà pour certains salariés et qui s'est déployée de manière extrêmement importante pour des salariés qui ne l'avaient jamais utilisé ou testé. Alors, que dire de cette situation? Après, il y a aussi les salariés qui travaillent, ça c'est encore une troisième catégorie qui, évidemment, ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés puisqu'ils ont, je veux dire,
quelque part la chance d'être utile, pour faire écho au professeur de tout à l'heure qui disait l'importance de l'utilité, mais avec cette angoisse de la maladie qui est partout et à laquelle ils sont confrontés. Je vais peut-être faire un focus sur cette question du télétravail, qui finalement est une nouveauté pour beaucoup de salariés et qui vient, on va dire, toucher tous les différents registres du travail. Je veux rappeler que le travail, c'est évidemment produire quelque chose, hein, un service, une activité, etc. Mais c'est aussi vivre ensemble. Et c'est les deux dimensions du travail qui sont touchées dans cette situation de télétravail. Alors d'abord, il y a la question de l'activité, comment je vais organiser mon activité, comment je vais la mener en étant chez moi, avec des situations qui sont évidemment très, très différentes. Par exemple, les parents qui sont obligés de travailler avec les enfants, c'est une situation vraiment très, très tendue pour eux. Mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'une grande majorité des gens sont touchés par des difficultés cognitives. Les gens disent, bon, on n'arrive pas à se concentrer de la même façon, on a une humeur maussade, et tout ça, évidemment, ça va impacter la manière dont ils vont organiser et pouvoir produire le travail. Il ne faut pas non plus minimiser le fait que cette inquiétude par rapport à la maladie, hein, qui est partout pour soi, pour les autres, il y a comme un effet cumulatif aussi par rapport aux inquiétudes du travail. Le corps est aussi mis à rude épreuve dans cette épreuve. Et puis, il y a tout le versant des liens sociaux. Alors, les liens sociaux qui peuvent être perdus dans certaines situations de télétravail, ou modifier à la fois en volume, puisque on va se connecter de temps en temps, mais on ne va pas croiser ses collègues à la machine à café ou rencontrer son manager, etc. Et donc, il y a même quand il y a des liens sociaux qui sont conservés ou des interactions sociales, elles sont assez considérablement modifiées. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'adapter justement sur cette question du rapport du travail à la maison, avec les enfants, sans les enfants, tous ces repères qui changent, au-delà des repères de la vie qui changent, on ne touche plus ses amis, on ne les voit plus, on ne va plus au café avec eux, on les voit juste sur les écrans, ce qui est aussi une perturbation très importante. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'adapter cette situation-là, de travailler chez soi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je pense que c'est important de se garder des moments à soi, on va dire, ou arriver à préserver des moments pour soi. Évidemment, ça dépend des conditions de logement. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et puis, de pouvoir négocier aussi la manière dont on va avoir une disponibilité pour ce temps de travail. Ça, c'est du côté de la sphère domestique. Et après, il y a une négociation du côté des entreprises. Là, on constate que ça peut être quelquefois très compliqué parce qu'évidemment, le manager va être éloigné et du coup, pas forcément en soutien ou alors même en contrôle. Certains managers sont vraiment en contrôle. Et donc, il y en a qui en demandent encore plus quand on est à distance, ou il y en a qui sont complètement absents. Enfin, il y a évidemment toutes les différentes modalités de relation au management. Et on sait que c'est vraiment important d'avoir un manager qui soutient l'activité de travail au quotidien. Et puis après, il y a toutes les relations avec les collègues. Comment on arrive à maintenir des liens et comment on arrive à travailler, on va dire, dans cette nouvelle situation. Moi, ce que je constate, c'est que si je fais le parallèle avec les patients que je suis habituellement qui sont très largement en burn-out, qui me sont adressés par des médecins généralistes et qui arrivent en burn-out, passer la phase de sidération sur laquelle on travaille et des troubles psychiques les plus forts, on a tout un travail à faire avec eux sur leur rapport au travail. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que je cherche dans le travail, qu'est-ce que j'en attends, qu'est-ce qui fait sens pour moi et comment j'équilibre mon investissement au travail par rapport à ma vie personnelle. Et finalement, les patients qui arrivent chez moi, c'est des patients pour lesquels le corps a lâché. À un moment, ils sont tombés en burn-out et on travaille à partir d'une situation qui vient d'eux, on va dire, quelque part. Là, finalement, il y a un certain nombre de salariés qui se trouvent dans une situation contextuelle qui va les amener à se poser ces questions-là.
c'est-à-dire qu'est-ce que j'attends du travail, comment je veux continuer à travailler, qu'est-ce qui est important pour moi. Et je pense qu'il va y avoir des impacts à moyen et à long terme sur une sorte de révision ou de prise de recul sur le rapport au travail. Enfin, merci beaucoup, Catherine, parce que c'est intéressant. Et voilà, on a des pistes éventuellement de choses qui pourraient changer de façon peut-être plus positive dans ce que vous dites, et c'est bien à entendre aussi. On va terminer, merci Catherine Mig, on va terminer avec vous, Gérard Pommier, psychanalyste. Bonjour. Ouais. Bonjour. Vous avez lancé récemment un appel au bénévolat des psychanalystes pour discuter avec des soignants en première ligne, confrontés directement avec les pires situations, évidemment, et les décès. Je crois que c'était le 22 mars, donc très récemment. Je crois qu'à peu près 300 psychanalystes et psychologues cliniciens se sont portés volontaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative? Oui, absolument. Écoutez, on a fait l'appel dimanche dernier, dimanche il y a 8 jours, et depuis, aujourd'hui, on doit avoir plus de 400 bénévoles qui se sont proposés pour écouter je veux dire, pas pour écouter, pour parler. C'est pas pareil, pour parler. C'est pas l'attitude du psychanalyste habituel. Mais donc, aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 400 bénévoles qui sont prêts à répondre. On ne peut pas dire aux souffrances des soignants, parce que les soignants sont tout à fait, je dirais, bon, c'est l'héroïsme du métier. L'héroïsme du métier qu'on admire, puisque ce sont eux qui sont en première ligne pour tout le pays, et même mondialement. C'est la première fois que cela arrive mondialement. C'est donc un phénomène absolument exceptionnel. C'est pas une souffrance, comment dire, on peut pas dire qu'ils souffrent, mais parce qu'ils font ce qu'ils ont voulu faire. Ils sont à la hauteur de leurs ambitions, mais ils prennent des chocs, des coups psychiques constants à chaque mort qui s'accumule. Et c'est quelque chose qui se marque à peine par l'angoisse, parce que l'angoisse se traduit presque, on peut dire, immédiatement en symptômes, en insomnie, en difficultés respiratoires, des choses comme ça. Donc, le fait qu'ils puissent en parler à des psychanalystes, pas simplement aux psychologues de service, parce que c'est parler en dehors, parler à des gens qui sont qualifiés tout à fait autrement que les psychologues, qui, en tant que psychanalyste, peuvent... Qui ne sont pas dans les structures, oui, voilà, c'est ça. Et il existe déjà une plateforme d'écoute avec un numéro vert anonyme et gratuit, on va le donner d'ailleurs, 0805 23 23 36, 0805 23 23 36, et une application mobile, ASSO SPS, qui ont été mises en place pour écouter les soignants en détresse, où se relaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 1000 psychologues, médecins et psychiatres. Vous, c'est une initiative qui se rajouterait à tout ça, et c'est bienvenu. Comment on peut vous joindre pour l'instant? C'est tout à fait différent comme initiative. Bien sûr, j'imagine. L'écoute d'un psychanalyste, ça permet à celui qui parle, au soignant qui a pris les chocs de ces morts successives, de les relier à des traumatismes de son enfance, à des difficultés qu'il a eues, et donc de couper en quelque sorte les traumatismes en deux, donc de se libérer d'une certaine façon de ce qu'il a fait souffrir. C'est donc tout à fait différent. Si des soignants sont intéressés par cette démarche, comment ils peuvent vous contacter? Mais justement, nous sommes en attente d'une réponse gouvernementale. On est en relation avec plusieurs responsables de la cellule de crise, qui s'est d'ailleurs réunie ce matin. On devrait avoir une réponse cet après-midi pour avoir un numéro vert ou être affilié officiellement. En attendant, on a un numéro d'attente que je peux Allez-y, donnez-le, bien sûr. Oui. Alors, 06 48 01 14 24. 06 48 01 14 24. Et c'est bien entendu réservé exclusivement aux soignants. D'accord, très bien, c'est noté, merci beaucoup. On relaiera de toute façon, quand vous aurez le numéro vert, on en reparlera ici avec grand plaisir.
Merci à tous les quatre. J'aimerais bien poursuivre cette discussion pendant des heures et on le refera bientôt pour suivre justement ce qui se passe. Et je propose qu'on le refasse quand le confinement sera à nouveau poursuivi. Il faut qu'on revienne sur cette situation qui est très importante. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Christophe Gueniot qui m'a aidé à préparer cette émission. Continuez à nous écrire vos témoignages, vos récits de vie sous le confinement et le coronavirus à l'airlibre@mediapart.fr. Et on retrouve maintenant une nouvelle rubrique d'A l'air libre, c'est dans ma bibliothèque. La rédaction va vous faire partager ses coups de cœur de lecture. Le premier à s'y coller, Fabien Escalona, avec un livre tout à fait adapté aux circonstances. Le premier coup de cœur dont je voulais vous faire part, il concerne ce livre, La Capitana de Elsa Osorio, qui est une autrice argentine et qui a rédigé là un roman, mais un roman un peu particulier puisqu'il part d'une histoire vraie. Cette histoire vraie, c'est l'histoire d'un destin hors du commun, celui d'une femme qui s'appelle Micaela Feldman de Echeverría. Elle sera surnommée Mika. C'est une femme qui naît en Argentine en 1902, d'une famille d'exilés d'Europe de l'Est et de Russie. Et elle va s'engager politiquement, elle va être dans la gauche radicale, dans la gauche libertaire plutôt, avec son amour, Hippolito, et ensemble ils vont aller en Europe. Ils vont visiter et habiter même dans les villes qui ont été au cœur des soubresauts les plus tragiques de l'histoire de l'Europe à ce moment-là, que ce soit à Paris, à Berlin, où il voit en direct la prise du pouvoir par les nazis, et puis surtout l'Espagne. L'Espagne, Mika Echeverría a raconté son expérience dans des mémoires qui ont été réédités un peu tardivement, et c'est assez hors du commun encore une fois. Pourquoi? Parce que Hippolito, donc son compagnon, meurt très tôt, au moment où la guerre commence. Et elle va prendre en main, commander toute une cohorte d'hommes. C'est assez peu commun à l'époque, surtout que ce sont vraiment des durs qui sont engagés dans le camp républicain contre les franquistes, contre le général Franco. Et elle va traverser comme ça plusieurs mois durant la guerre et échapper plusieurs fois à la mort, échapper plusieurs fois à des règlements de compte. Alors, Elsa Osorio s'est beaucoup documentée sur la vie de Mika Echeverría, qui est morte d'ailleurs bien plus tard. Elle a réchappé à la guerre et elle est morte à Paris ensuite en 1992, assez âgée. Et Elsa Osorio ne l'a jamais rencontrée, mais elle a rencontré des gens qui l'avaient connue. Elle a compulsé des documents, des journaux, ses fameuses mémoires. Et elle en a tiré donc ce roman qui est un mélange de fiction et d'histoire vraie. Et c'est un roman qui personnellement m'a beaucoup touché parce qu'on est vraiment fasciné par l'histoire de cette femme et aussi la beauté de l'histoire d'amour qu'elle vit avec Hippolito, une histoire évidemment interrompue trop tôt, mais une histoire d'amour à la fois sensuelle et intellectuelle. Et en ces temps de retour des gros temps ou des temps dramatiques de l'histoire, ça fait du bien de voir quelqu'un qui a traversé ces temps-là à l'époque avec beaucoup de dignité, beaucoup de courage, mais sans rechercher non plus les honneurs. Et ce destin-là de Mika, eh bien, il nous poursuit longtemps après la lecture, et c'est pour ça que j'ai aimé La Capitana d'Elsa Osorio, et c'est aux éditions Métayer. Merci Fabien. Mathieu, à demain. À demain Valentine, prends soin de toi. Merci toi aussi. À demain donc avec un très grand plaisir pour un nouveau numéro d'A l'air libre. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous à Mediapart et écrivez-nous à alairlibre@mediapart.fr. Bonne soirée à toutes et à tous.